Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être là pour ces deuxièmes journées organisées par France Ville Durable. Je suis Brigitte Bariol, je suis déléguée générale de la Fédération des agences d'urbanisme et je suis aussi vice-présidente du collège qui représente les experts à France Ville Durable. Alors, cette table ronde, elle va s'intéresser aux enjeux d'inclusion. Je vais demander aux personnes qui vont participer de venir. Et sous le titre « La ville durable pour tous sur tous les territoires », on va s'intéresser justement à la manière de faire des territoires qui permettent à tous cette transition écologique. Alors souvent, ce débat sur la transition écologique et la ville durable, il est traversé par le débat fin du monde, fin du mois, sur le débat qui met en lien pouvoir d'achat et capacité de tous de pouvoir s'inscrire dans cette transition qui est néanmoins, on l'a vu cet été, de plus en plus urgente, de plus en plus nécessaire. Alors, est-ce que cette transition, elle est réservée aux opérations nouvelles? Est-ce qu'elle est réservée aux écoquartiers? Ou au contraire, est-ce qu'il faut qu'elle intègre toute la transformation de l'existant? On a vu dans les tables rondes précédentes que c'est l'enjeu qui est devant nous de massification. Alors, est-ce que les politiques territoriales actuelles le permettent et si elles ne permettent pas, comment faudrait-il les faire évoluer? Je vais présenter cette table ronde. Vous remarquerez qu'elle va peut-être vous surprendre. Est-ce que quelque chose vous surprend? C'est une table ronde exclusivement féminine. Donc, nous aurons une introduction en keynote de Christine Lecomte, qui, elle, est à distance, qui est présidente du Conseil de l'Ordre des architectes. Nous aurons une intervention aussi d'Anne-Claire Mialot, qui est directrice générale de l'ANRU, de Fanny Lacroix, qui est vice-présidente de l'Association des maires ruraux de France, la MRF, de Katayoun Panahi, directrice générale de SNCF Immobilier, et de Valérie Moncret-Taylor, qui est directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat, l'ANA. Et je vais tout de suite céder la parole à Christine Lecomte. Et souvent, tout ce qui est architecture, ville durable est présenté à travers la production d'œuvres ou des opérations emblématiques. Mais donc, tout l'enjeu est dans la transformation de l'existant, qui est quand même 99% de notre territoire. Alors, Christine, quels sont les freins à dépasser pour réhabiliter, transformer l'existant, pour aller vers cette réversibilité et résilience de l'existant? Et quel levier pour atteindre cet objectif? Et ce que j'aimerais bien aussi, c'est pour chacune, c'est que chacune puisse donner un exemple inspirant des pratiques de sa structure pour qu'on rentre vraiment dans des objectifs et des exemples concrets qui puissent nous inspirer. Christine Lecomte? Oui, bonjour à toutes et à tous et je m'excuse très sincèrement de ne pas être avec vous à Dunkerque en présentiel. Merci de me donner la parole. Peut-être en introduction, rappeler qu'on a un enjeu qui dépasse simplement la transition écologique, mais qui est un ensemble de crises qu'il faut absolument qu'on ait tous en tête, à la fois cette crise du réchauffement climatique qui nous demande de lutter pour adapter nos bâtiments et lutter et atténuer les émissions de gaz à effet de serre, mais en transversalité également, une crise qui est liée à la biodiversité et donc aux questions liées notamment à la protection des sols et à la lutte contre l'étalement urbain. Et enfin, une troisième crise qui est liée aux ressources et aux problématiques liées aux matières premières qu'on utilise dans le monde de la construction. Et donc, on a ces trois crises qui sont conjoncturelles et qui nous obligent à vraiment repenser nos modes de faire
et qui re-questionne toute la chaîne de valeur, que ce soit la chaîne un peu économique, comment on fait la ville, mais également les pratiques de chacun, ne serait-ce que pour les architectes, savoir utiliser des matériaux venant des biosourcés ou des géosourcés, savoir utiliser le réemploi, pratiquer une forte mobilisation sur la réhabilitation, comme vous avez pu le dire tout à l'heure, et puis aussi reproposer un certain nombre de typologies et de formes urbaines qu'on avait un petit peu eu tendance à oublier ces 40 dernières années, en ayant d'un côté la maison individuelle et de l'autre côté le logement collectif, et puis entre les deux, peut-être un vide, alors qu'on a la possibilité de construire et de réhabiter la ville autrement. Donc, à partir du moment où on a ça, l'enjeu de la rénovation, il prend tout son sens, parce qu'on sent bien qu'on ne va pas renouveler la ville de neuf, et on ne va pas pouvoir continuer à faire la ville facile en se disant bah, on met ça de côté et puis on va aller construire. Une étude du CEREMA d'ailleurs montrait qu'on vient de redépasser le nombre de terres agricoles artificialisées par rapport à l'an dernier. Donc il y a eu une augmentation des terres agricoles cette année. Donc il faut qu'on revienne quand même aux objectifs qui sont les nôtres. À partir de là, la question, c'est comment on fait? Comment on fait pour passer finalement de cette façon d'urbaniser les territoires en étant d'un côté un espèce d'urbanisme du zoning et puis et revenir à travailler sur une ville qui finalement est plus compliquée, semble-t-il, puisqu'elle est déjà là et qu'à partir du déjà là, il faut qu'on arrive à recoudre les choses. Recycler les friches, je pense que Katayoun pourra en parler tout à l'heure, investir les dents creuses, comment on fait, densifier le bâti existant, réhabiliter, réparer. En fait, on a pléthore de possibilités à faire. Tout ce qui est sûr, c'est que on va passer d'un urbanisme assez individualisé à un urbanisme extrêmement partagé, où finalement on va repenser aussi nos modes de faire, nos modes de vie, questionner aussi comment est-ce que finalement cette proximité ne doit pas devenir de la promiscuité. Et donc, finalement, tout est dans le détail de la manière dont on va penser ces espaces à réhabiliter. Tout ça pour que la ville durable soit pour tous. Alors, un élément dans les politiques qui aujourd'hui vient s'ajouter à ça, c'est la question pour nous du vieillissement de la population et du fait qu'on va avoir finalement un levier quand on va devoir à la fois utiliser la peut-être future prime adapt en même temps que ma prime rénove, et de se dire il y a un moment là assez fort où on va pouvoir penser global et peut-être stratégie d'ensemble pour que les monogestes se positionnent plutôt dans une stratégie qui favorise une rénovation globale. Les leviers, la première chose, c'est déjà imaginer la réhabilitation non pas comme un frein, mais comme un levier et la possibilité de le faire. Je vais donner un exemple puisque Brigitte veut qu'on donne des exemples, mais je prendrai un exemple dans un territoire rural dans le 63 fait par l'architecte Boris Bouchet qui a réhabilité une vieille grange qui était vue comme une ruine en 3 logements sociaux magnifiques dans les mêmes coûts budgétaires, et l'étude a permis de montrer que l'équilibre entre réhabilitation et démolition-reconstruction était équivalent, si tant est que dans le diagnostic et le choix du projet de construction neuve, on savait bien positionner les choix stratégiques à faire. Le résultat est vraiment surprenant. Vraiment, je vous incite à aller voir des photos de ces 3 logements. Ils sont sur le site de cet architecte Boris Bouchet. C'est extraordinaire. On voit tout de suite qu'il y a une qualité de vie dedans, avec des espaces qui sont magnifiés, et donc que la réhabilitation apporte autant que le neuf. Dans les autres leviers, on a l'idée de s'appuyer sur chaque territoire, effectivement, et de dépasser aussi les échelles. C'est-à-dire, il y a une possibilité d'articuler les échelles. Penser la réhabilitation, c'est pas forcément au niveau de la parcelle, mais parfois ça peut être à l'échelle du quartier. S'imaginer travailler sur un lotissement en entier où on a des capacités de densification douce, de réamener des centralités urbaines ou des possibilités justement de faire passer d'un quartier qui est monofonctionnel à un vrai quartier de ville, et donc d'éviter une double précarité énergétique, logement et mobilité, en venant réapporter
se dire aussi qu'il faut, j'ai presque terminé, Brigitte, se dire aussi qu'on a à considérer le patrimoine banal et pas simplement le patrimoine qui nous semble patrimonialement très riche. Le patrimoine banal peut être aussi support de projets d'architecture et de qualité de fabrication de la ville. Et un tout petit exemple pour ça, je donnerais peut-être Bordeaux Grand Parc, le travail de Lacaton et Vassal sur un grand ensemble avec cet ajout de loggia, jardin d'hiver qui a permis d'agrandir les logements. Et finalement, quand on habite ces logements, on a une vue sur Bordeaux assez merveilleuse. Et aujourd'hui, les logements sont très qualitatifs alors qu'ils pouvaient ne pas l'apparaître hier comme tels. Merci beaucoup, Christine, pour cette introduction. Donc, transformer les modes de vie, transformer les modes de faire, transformer les modèles économiques, autant de questions qui se posent à nous. Et nous allons avoir une petite vidéo de quelques minutes, gratte-terre, pour nous inspirer. Aujourd'hui, la réhabilitation d'une friche industrielle est une opportunité pour expérimenter de nouvelles façons de faire. Faire la ville sur la ville en réinvestissant ces terres délaissées au passif industriel parfois lourd, mener des projets de façon collective et favoriser la mixité sociale et fonctionnelle, réemployer les matériaux d'un site dans une logique de sobriété et d'économie circulaire, régénérer les terres et redonner vie au sol. Gratte-terre est né d'un appel à projet lancé par la CERL, la Société d'équipement du Rhône et de Lyon, en 2019. Son objectif est l'occupation temporaire d'une friche urbaine située sur la ZAC Gratte-Ciel, au cœur de Villeurbanne. Ce projet poursuit 2 ambitions. La première, créer un lieu d'expérimentation pour la reconstitution de sols fertiles et une pépinière urbaine. La seconde ambition est de devenir un lieu de vie et d'apprentissage pour les habitants du quartier. Avec nos partenaires, nous avons mis en place plusieurs espaces. Un jardin pédagogique géré par les habitants et le collectif Gratte-Terre, 6 bandes de culture pour tester la fertilisation de déblais de chantier, une pépinière arboricole. Le tout s'inscrit dans une démarche structurée avec des partenaires associatifs et scientifiques et a fait l'objet dès l'origine d'un bilan des émissions de gaz à effet de serre. L'innovation se situe donc à plusieurs niveaux. Tester des méthodes de réactivation des services écosystémiques des sols, promouvoir l'agroécologie en ville, tirer parti de la gestion transitoire d'une friche pour co-concevoir un projet participatif mêlant entreprises, structures coopératives, collectivités, associations et artistes. L'aventure Gratte-Terre continue, puisque le projet participe à l'émergence d'une nouvelle filière de valorisation des terres de chantier en sol fertile sur la métropole lyonnaise. Nous espérons que cette expérimentation inspirera d'autres opérations d'aménagement de grande ampleur. Emmanuelle Cos, qui est présidente de l'USH, devait être avec nous, mais elle a été retenue à Paris, mais elle a souhaité délivrer quand même quelques messages que je vais essayer de porter. Message de faire avec le déjà là bâti, le déjà là urbain, et aussi le déjà là humain. Et elle plaide pour toute cette diversité des métiers, des organismes HLM et du monde HLM qui sont à la fois bailleurs, constructeurs, aménageurs, mais aussi animateurs de liens sociaux. Et c'est un peu cette même question que je vais poser à Anne-Claire Mialot, donc, qui est directrice de l'ANRU, puisque l'ANRU a été créée quand même pour la transformation sociale des quartiers par leur transformation physique. Alors j'ai vu qu'avec votre nouvelle présidente Catherine Vautrin, vous plaidiez beaucoup pour la résilience des quartiers. C'est un peu un message nouveau et j'avais envie justement de vous interroger sur la manière dont la sobriété à la fois énergétique, la sobriété écologique questionne vos modes de faire, puisque l'ANRU était plutôt quand même connue pour le renouvellement, donc quand même des destructions, des reconstructions. Donc comment ça transforme vos modes de faire et votre modèle économique. Et puis aussi, quels sont les freins que vous pouvez rencontrer. Et deuxième question aussi, cette dimension d'acteur social, comment vous envisagez de le jouer? J'ai vu que vous aviez eu un échange avec François Gémen sur ce rôle d'acteur du lien social. Anne-Claire, je vous laisse la parole.
Merci beaucoup. Tout d'abord, vous me permettrez de remercier France Ville Durable pour l'organisation de ces journées, un partenaire avec lequel l'ANRU est fier de pouvoir travailler régulièrement sur ces enjeux de la ville durable et de la résilience. Alors, peut-être, vous me permettrez de revenir sur l'ANRU et le fondement de l'ANRU. Dès l'origine, les fondateurs de l'ANRU, dans la loi de 2004, puis dans la loi de 2014, avaient mis 2 piliers, la transition écologique et la mixité sociale. La transition écologique a toujours été au cœur des enjeux du renouvellement urbain. Et d'ailleurs, l'ANRU, dans sa façon de faire et dans les programmes qu'il finance, nous intervenons pour réparer la ville et pour reconstruire la ville sur la ville. Et pas du tout en extension urbaine, si je reprends l'exemple que disait et que je partage la précédente Christine Lecomte juste avant sur l'artificialisation des sols. Et donc l'ANRU a toujours eu comme mission d'essayer de réparer la ville, de renouveler la ville, mais avec ces 2 piliers, la mixité sociale et la transition écologique. Et c'est vrai que au nom de la mixité sociale, il y a un certain nombre de choix qui ont été faits d'intervention sur les quartiers avec des démolitions qui permettaient à la fois de résoudre des dysfonctionnements urbains, parce que quand l'ANRU finance des démolitions, c'est pour résoudre des dysfonctionnements urbains, mais également de favoriser la diversification et donc la mixité sociale dans les quartiers, mais également la reconstruction de logements sociaux en dehors des quartiers, parce que vous le savez, le modèle de l'ANRU, c'est qu'à chaque fois que nous démolissons un logement social dans les zones tendues, nous exigeons la reconstruction d'un logement social, mais en dehors des quartiers politiques de la ville. Et donc c'est un puissant outil de mixité sociale parce que nous finançons de la création de logements sociaux en dehors des quartiers politiques de la ville et nous favorisons par ces démolitions l'implantation la diversification dans les quartiers. Donc ça, c'est le modèle de l'ANRU. Après, peut-être quelques chiffres, vous avez demandé d'être précis. Le NPNRU, donc le programme actuel, ce sont 150 000 logements qui sont réhabilités. Et ce sont 100 000 logements qui sont démolis et 80 000 qui sont reconstruits en logements sociaux et 70 000 en diversification. Donc si on fait le bilan global, on a 150 000 logements neufs qui vont sortir après le NPNRU, dont 70 000 en diversification et 80 000 en logements sociaux, donc tous bien évidemment au standard de la RE 2020. Et sur la réhabilitation, 150 000 logements que nous finançons très majoritairement en BBC Rénovation. Vous êtes tous des grands connaisseurs de ces sujets, donc vous savez qu'avec la BBC Réno, nous arrivons à des étiquettes B ou C selon les situations des immeubles initiaux. Et donc, on a un puissant levier d'amélioration pour les habitants qui sont touchés par le renouvellement urbain en termes de performance énergétique, avec une conséquence concrète. Vous parliez de rôle social sur la sortie de la précarité énergétique de quasiment 80 à 90% des personnes qui sont touchées, des habitants qui sont touchés par le renouvellement urbain. Alors après, au-delà de ces actions sur les bâtiments, et ce qui je pense est aussi extrêmement intéressant par rapport à la question que vous posez de la ville durable de demain, personnellement, je crois que la ville durable, ce ne sont pas que des bâtiments qui sont conformes aux enjeux énergétiques. C'est bien sûr tout un ensemble qui pense à la fois la mobilité, l'insertion, l'emploi, les services publics, bien sûr l'habitat et les espaces publics, les aménagements publics. Et c'est bien la philosophie dès le départ de l'ANRU en matière d'intervention, cette approche globale qui permet de traiter à la fois les aménagements publics, les équipements publics et les logements. Et donc là aussi, quelques chiffres sur le NPNRU. Nous avons 21 millions de mètres carrés à aménager, que l'on finance en aménagement, et plus de 1000 équipements que nous finançons. Et donc l'ensemble de ces actions vont permettre effectivement d'avoir une transformation majeure sur les quartiers. Alors après, bien évidemment, comme vous tous, nous sommes concernés par ces enjeux des crises que nous traversons, la crise climatique, la crise sociale, la crise économique, la crise démographique, les transitions démographiques, le vieillissement, Christine Lecomte en parlait à l'instant, qui sont extrêmement importants, y compris dans les quartiers politiques de la ville, où on avait tendance à penser qu'il n'y avait que des jeunes, et en réalité, beaucoup vieillissent. Et donc l'enjeu du vieillissement dans les quartiers politiques de la ville est un enjeu qui est aujourd'hui, qu'il nous faut vraiment anticiper parce qu'il est déjà là. Et donc, face à ces grandes transitions, bien évidemment, comme vous tous, nous réfléchissons et nous réfléchissons ensemble. Et c'est en ça que je saluais le partenariat avec France Ville Durable. Et donc, par rapport à ces grandes transitions, l'ANRU a déjà innové et expérimenté avec ses partenaires et bien sûr en finançant des projets dans des collectivités. Et nous avons, je vais donner quelques exemples, des projets qui ont été financés notamment par nos programmes d'innovation, comme l'implantation d'une forêt urbaine en plein cœur d'Évry-Courcouronnes ou le travail sur l'économie circulaire, notamment à Stein, ou d'autres projets, l'isolation thermique
de patrimoine remarquables comme les tours de nuages à Nanterre. Donc nous avons essayé d'accompagner les porteurs de projets qui se posaient ces questions de comment on conciliait à la fois le renouvellement urbain et la transition écologique. Mais aujourd'hui, vous l'avez dit, dans le cadre de quartiers résilients, nous souhaitons aller plus loin. Et la volonté qui a été présentée par le ministre lundi, donc nous sommes pleinement dans l'actualité, c'est que nous puissions collectivement, avec les collectivités territoriales, avec les bailleurs, avec les aménageurs, re-regarder l'ensemble de nos programmes de renouvellement urbain pour qu'on se pose les questions de savoir si nous avons bien été au bout de notre questionnement sur la résilience et si effectivement les aménagements que nous prévoyons, les projets de renouvellement urbain que nous envisageons permettent bien d'envisager l'ensemble des réponses aux grandes transitions qui sont celles qui sont confrontées à nous aujourd'hui. Et encore une fois, la transition climatique, mais aussi les sujets sociaux, vous l'avez dit. Donc, je réponds à vos deux questions en même temps, les sujets sociaux, les sujets économiques, les sujets d'insertion, de mobilité qui sont essentiels. Et donc, ça doit nous conduire, à notre sens, à réfléchir sur la façon dont on peut approfondir, aller plus loin, sur des questions d'autoconsommation. Alors, on a déjà des choses qu'on a financées en matière d'innovation, par exemple à Port-de-Bouc avec la thalassothermie, je ne savais même pas, qui permet de chauffer les appartements. Donc, ça s'appelle, je ne sais même plus exactement, thalassothermie, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je regarde Kim Chiosano qui connaît tout ça par cœur. Donc, aller plus loin pour financer des modèles en autoconsommation, ça nous paraît effectivement particulièrement intéressant de pouvoir réfléchir à ce sujet qui concerne aussi beaucoup l'USH et dont on a parlé avec l'USH, le fait que le patrimoine social aujourd'hui est majoritairement chauffé au gaz, avec des conséquences, on en parlait avec monsieur le maire de Dunkerque tout à l'heure, sur la facture énergétique particulièrement importante et des craintes pour les locataires par rapport à l'augmentation des charges. Et donc ce sujet-là, nous devons collectivement le traiter. On ne pourrait pas se permettre, et moi je trouve qu'on a une responsabilité, on ne peut pas se permettre de livrer des quartiers rénover des logements neufs, mais en n'ayant pas traité la question de l'approvisionnement en énergie et de quelle est l'énergie avec laquelle ces logements sont chauffés. Donc, ce sont des sujets dont on parle avec nos collègues de l'ADEME, donc je salue le directeur général par intérim, c'est ça, qui nous a fait le plaisir d'être avec nous aussi lundi pour parler de tous ces sujets. Nous pensons effectivement, et on en parle avec l'ADEME, qu'il faut que nous puissions aller plus loin sur ces sujets de production énergétique dans les quartiers pour travailler aussi ce point-là. Et puis, il y a beaucoup d'autres sujets, bien évidemment, notamment sur l'aménagement. On le sait, dans les quartiers politiques de la ville et dans les quartiers NPNRU, il y a une très forte artificialisation, des problématiques de santé environnementale. Et lors des épisodes de très forte chaleur ou lors des épisodes de crise sanitaire, et je m'arrête, je vois que je suis trop longue, mais je suis passionnée, donc c'est pour ça que je parle toujours beaucoup, c'est beaucoup plus difficile pour les habitants des quartiers populaires que dans le reste du pays. Sur ce sujet, je vous invite juste à regarder quelques chiffres du sondage que nous avons sorti lundi dernier. Tout simplement, pendant la crise sanitaire, 30% des habitants d'un quartier politique de la ville pensent qu'elle a été plus dure dans leur quartier que sur le reste de la France, contre 17% France entière. Et si on regarde les questions liées à la canicule de cet été, 70% des habitants en QPV ont souffert de la chaleur dans leur logement. Et 72% sont inquiets par rapport à leur facture d'énergie. Et ce n'est pas étonnant, comme pour la crise sanitaire, les quartiers politiques de la ville concentrent les personnes les plus précaires, qui sont celles qui émettent le moins de gaz à effet de serre, mais celles qui en souffrent le plus après. Et donc, nous avons une responsabilité collective d'aller plus loin, et c'est le sens de la démarche quartier résilient que le ministre a annoncée lundi et que nous aurons à cœur de mettre en œuvre avec l'ensemble de nos partenaires. Merci beaucoup, Anne-Claire Mialot. Alors, la situation est difficile pour les habitants des quartiers en QPV, en politique de la ville, mais elle l'est aussi dans les territoires ruraux. Et je vais me tourner vers Fanny Lacroix. Donc, vous êtes maire d'une petite commune rurale dans les Alpes. Et vous êtes aussi vice-présidente de l'Association des maires ruraux de France. Et la ville durable, comment ça se traduit dans le monde rural? On parle moins de villages durables, peut-être en parlez-vous, de territoires durables. Et pourtant, c'est une vraie préoccupation. Beaucoup d'initiatives portent sur le rural et je pense que Christine Lecomte l'a cité. Il y a beaucoup de jeunes professionnels de l'urbanisme qui s'intéressent justement au rural. Alors, comment mettre en œuvre la transition écologique dans le monde rural? Quels sont les freins particuliers que vous avez? Et aussi, qu'est-ce que vous souhaiteriez pour aller plus loin, pour accélérer cette transition? Merci en tout cas pour l'invitation. Donc effectivement, je suis vice-présidente de l'Association des maires ruraux de France à la transition écologique, qui est une délégation qui a été définie assez tardivement, je dirais, à la MRF, puisque ça date de l'année dernière.
maire d'une commune de moins de 500 habitants. Et donc, je le précise parce que depuis ce matin que je vous écoute, on parle de ville durable. Et il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, notre territoire national, 88% du territoire national, c'est du rural. Alors avec notre définition d'une commune de moins de 3500 habitants, hein, c'est la condition d'adhésion aujourd'hui pour être membre de la MRF, une association qui regroupe 10 000 maires ruraux. Donc il y a quand même un sujet là, c'est-à-dire que 88% du territoire, c'est de la ruralité, et donc je trouve que nous en parlons assez peu. Et je pense que si l'enjeu devant nous est tellement important que si on omet dans nos réflexions collectives 88% du territoire, je ne sais pas si on arrivera à l'objectif final. Donc je pense un point d'attention, et donc je suis contente de représenter les maires ruraux aujourd'hui. Donc en milieu rural, il y a de l'agriculture, vous le savez. Il y a aussi tous les biens communs naturels dont on aura besoin et dont on parle si peu, les forêts, l'eau, les rivières, etc., et donc les montagnes. Et tout ça est assez peu présent, je trouve, dans nos manières de considérer les choses. Et peut-être qu'il y a aussi un changement de regard à apporter et à considérer aussi cette notion d'espace. Je voulais aussi insister, avant d'arriver plus précisément sur qu'est-ce que c'est qu'un village durable pour nous, sur le fait que de parler de la ruralité et de comment est-ce que cette ruralité s'engage dans la transition écologique, c'est pas seulement l'affaire de 30% de la population, parce qu'aujourd'hui c'est ça, on a 33% de la population sur nos espaces ruraux, c'est vraiment l'affaire de tous dans une forme d'utilité fonctionnelle, hein, parce que du coup on a besoin de s'alimenter et c'est les territoires ruraux qui produisent l'alimentation, on a besoin d'énergie. On aura encore plus besoin d'énergie quand on voit le contexte international et tout l'enjeu de pouvoir avoir une production d'énergie renouvelable sur notre territoire. Ça se fera sur les territoires ruraux, si l'on souhaite vraiment cette conversion aujourd'hui de notre appareil productif. Mais donc là, on reste dans le fonctionnel. Mais je crois que l'appréciation aussi de cette transition écologique par les territoires ruraux, elle va même au-delà du lien fonctionnel, et elle concerne tout le monde. Parce que nous avons la chance dans notre pays, et bien souvent on l'oublie, d'avoir cette spécificité française de la toute petite commune rurale. De cette commune où un maire, en fait, est en proximité immédiate de ses concitoyens, où tout le monde se connaît. Je vous dis ça parce que moi, je viens du milieu urbain. J'ai grandi à Annemasse, en zone d'éducation prioritaire. J'ai fait mes études à Paris. Je suis urbaniste de formation et c'est peut-être pour ça aussi que je suis aujourd'hui concernée par ces questions-là. Et donc, je suis arrivée par accident de la vie sur ces territoires ruraux. Et en fait, qu'est-ce que m'a appris la spécificité de la commune rurale? C'est que d'un coup, on a l'impression, en tant que citoyen, d'abord, de pouvoir avoir part à l'histoire. Et je crois qu'on a parlé beaucoup de ça depuis ce matin, c'est-à-dire que cette transition qui est devant nous, c'est une transition culturelle. C'est-à-dire qu'il faut certes des politiques, il faut certes des plans d'action, il faut certes une planification, mais il faudra surtout que tout le monde se sente embarqué dans cette aventure collective. Et sauf que parfois, en milieu urbain, c'est un peu compliqué de pouvoir savoir comment moi, citoyen ordinaire, je m'inscris dans cette dynamique et comment est-ce que je trouve ma part à l'histoire globale. Et ben moi, en tout cas, dans mon histoire personnelle, c'est en faisant la découverte de mon petit village de 250 habitants que j'ai pu trouver ma place dans le récit collectif, où j'ai pu accéder à une capacité d'agir, parce que vous savez, on a un tissu associatif qui est extrêmement développé en milieu rural, parce qu'on n'a pas forcément tous les services à disposition, et donc quand les choses ne sont pas servies sur un plateau, eh bien, on doit se remonter les manches pour les faire soi-même, et puis aussi par l'accessibilité aussi de la fonction élective, le fait de franchir ce pas et de se dire je ne suis pas seulement consommateur de services, je vais m'impliquer dans le tissu associatif, et un jour je serai élu municipal et peut-être maire de mon village, alors que finalement j'étais très loin finalement de cette considération. Je crois que c'est extrêmement important dans notre pays aujourd'hui de pouvoir mettre en capacité d'agir l'ensemble des concitoyens, et je crois que c'est la ruralité peut-être qui peut porter ce récit d'implication et d'engagement. Je voulais aussi dire que moi, ce qui m'a surpris quand j'anime aussi la commission transition écologique de la MRF, qui rassemble plutôt des communes et des maires qui sont des pionniers dans la transition écologique sur les territoires ruraux, parce que j'ai la culture urbaine et donc j'ai un rapport d'étonnement par rapport à ce que je découvre toujours avec passion en milieu rural, c'est qu'on a une manière d'appréhender les choses un peu différente. C'est-à-dire que c'est un discours de la simplicité. Et je crois que c'est important de le rappeler parce que moi, je trouve qu'on a des termes extrêmement techniques, voire technocratiques de ces questions-là.
donc le milieu rural apporte un discours de la simplicité, où finalement c'est par parfois les rencontres, l'agrégation d'énergie, qui sont très humaines en fait, que les choses vont se mettre en place et de manière assez globale, sans rentrer dans des politiques très sectorielles, si vous voulez. Donc finalement, moi je trouve que ce qui est aussi très positif, c'est que l'humain est placé au cœur. On est en train de reconstruire à l'échelle des communes rurales, et je crois que ça peut nous aider au niveau national, à construire de nouveaux récits de la transition écologique, où nous ne partons pas d'un indicateur, nous ne partons pas d'un outil, mais nous partons d'une rencontre. Nous partons d'histoires de gens qui se percutent, et aussi d'un très grand désir de faire des choses ensemble. Je vous parlerai de mon village de manière assez... pas trop longue, parce que je comprends qu'il faut qu'on puisse tous prendre la parole. Donc, Châtel-en-Trièves, qui est une commune nouvelle depuis 2017, qui a vécu la désertification rurale, et où en fait les habitants et les élus ont souhaité dire stop en fait à ce mouvement de perte des services, parce qu'ils avaient l'impression finalement d'avoir un village qui devenait qu'un village dortoir, et donc ils avaient la chance sur leur commune d'avoir de vastes espaces disponibles. Et du coup, ça fera le lien aussi avec l'aménagement, parce qu'on a cette analyse de l'aménagement, on peut l'avoir partout. Et donc, en milieu rural, on a beaucoup de friches. Et donc, ces élus se sont dit, eh bien, on va essayer de pouvoir continuer à vivre ensemble, à avoir une place, à avoir une commune forte et vivante. Et donc, on va essayer de recréer un centre-bourg ensemble, les uns avec les autres. Mais ce n'est pas nous qui allons définir ce que nous voulons, parce que finalement, le maire avec la secrétaire de mairie dans son bureau, vous pouvez bien imaginer qu'ils ne vont pas réussir à révolutionner les choses. Mais la force de ce village, c'est que il y a eu, par cette volonté de conserver cette existence face à un spectre d'une commune qui était en voie de disparition, une étincelle collective, et le fait que tout le monde se mette autour de la table pour faire les choses concrètement, pour créer cette centralité retrouvée, quoi. Et en lien aussi avec un objectif de transition écologique. Et moi, ce qui m'a beaucoup percuté en suivant cette initiative, c'est que j'avais l'habitude d'animer des dispositifs de concertation en milieu urbain, où finalement on a quelques personnes qui viennent, mais à l'échelle de mon village, quand je fais une réunion publique, j'ai toute la population qui est dans la salle. Et c'est ce qui s'est passé à Châtel-en-Trièves, où du coup, les habitants qui avaient envie de construire le village de demain se sont retrouvés, ont construit très concrètement les usages du futur centre-bourg qui a émergé de cette initiative, c'est-à-dire un café-épicerie associatif qui aujourd'hui draine les produits de tous les producteurs du territoire, des jardins partagés, alors que tout le monde a son jardin, mais l'objectif, c'était pouvoir recréer des liens de sociabilité, de solidarité autour d'une pratique qui nous est commune, une carrière équestre communale à gestion associative, parce que du coup, on a beaucoup de chevaux, nous, sur notre territoire Trièves, mais assez peu d'endroits pour les travailler collectivement. Et puis, du coup, avec cette envie aussi d'aider la commune à aller de l'avant, puisqu'aujourd'hui, c'est les cavaliers qui bénévolement entretiennent l'ensemble des sentiers de la commune. Donc, tout ça pour vous dire que cette histoire de Châtel-en-Trièves, en fait, a permis de mettre tout le monde en marche dans un projet de société et d'avenir. Et je crois que c'est ça, aujourd'hui, peut-être la force des villages, c'est de pouvoir mettre en œuvre une démocratie du faire dans la plus grande exhaustivité. Tout ça pour conclure, oui. Juste pour dire que ces initiatives existent, et donc elles concernent certes Châtel-en-Trièves, mais il y en a d'autres, et ces pépites-là, il faut les reconnaître. Aujourd'hui, braquer les projecteurs dessus parce qu'on ne les considère pas assez. Mais l'enjeu aussi, aujourd'hui, c'est que ces initiatives de village, elles puissent concerner et inspirer aussi tout un chacun, et je crois... Et moi, j'appelle ça aujourd'hui le droit au village, parce que du coup, j'ai eu la chance de pouvoir dialoguer avec un sociologue qui avait émis ce concept du droit au village, qui est Éric Charme. Je crois que nous devons tous, collectivement, être en capacité de créer les conditions dans nos villes, comme dans nos campagnes, d'une appropriation de son territoire d'agir de manière très concrète. Et je crois aujourd'hui que c'est la compétence principale du maire. Donc il faut travailler, je crois, et là-dessus, moi, je suis tout à fait, en tout cas, volontaire pour engager ce travail avec France Ville Durable, de comment faire village en ville aussi, c'est-à-dire comment est-ce qu'on crée les conditions d'appropriation civique dans la plus grande proximité du citoyen, et je crois que ça concerne aussi la ville. Voilà, en tout cas, merci de nous avoir donné la parole. Merci beaucoup pour ce témoignage. Et vous me disiez, Fanny Lacroix, que souvent c'est le thème de l'alimentation qui fédérait. Et par contre, ce qui vous semblait le plus difficile à surmonter, c'était la question de la mobilité. Alors, je vais me tourner vers Katayoun Panahi, donc, qui dirige SNCF Immobilier, parce que
c'est une partie de votre champ, puisque votre président a annoncé la volonté de doubler l'usage ferroviaire, notamment pour les mobilités du quotidien. Donc ça pose toute la question du devenir des 3000 gares et de tout ce qui est autour, et de la manière dont on peut densifier, rabattre les mobilités autour des gares. Donc peut-être nous dire déjà comment fonctionne SNCF Immobilier et vos projets en cours. Puis je crois que vous interrogez beaucoup sur le modèle économique et la manière dont on pourrait le transformer. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup à France Ville Durable pour l'organisation de ces journées. En effet, l'ambition ferroviaire est avant tout une ambition à la fois d'inclusion et une ambition d'écologie. C'est assez intrinsèque. D'abord, l'humain est évidemment au cœur de nos préoccupations. D'abord parce que les gares, les trains sont des lieux de rencontre, de mixité, mais aussi parce que le train permet de relier les territoires et de créer des ponts entre les hommes et les femmes et les territoires. Et puis une ambition écologique, parce que le train est par construction, par essence, le mode de transport le plus décarboné. Peut-être quelques chiffres à l'appui de cette assertion. Lorsque vous voyagez en train, vous émettez 50 fois moins de CO2 que si vous faisiez le même trajet en voiture. Et pour ce qui concerne les marchandises, une tonne de marchandises transportée par le train émet 9 fois moins de CO2 que la même tonne de marchandises transportée par la route en camion. Donc, et pourtant, finalement, le train ne représente que 10% des modes de transport. Et donc, comme ça vient d'être rappelé, effectivement, l'ambition du groupe SNCF consiste à doubler la part du train, de faire en sorte que, au lieu de 10%, le train représente 20%, là où la voiture aujourd'hui représente 85% des modes de transport. Alors, c'est sûr que c'est une difficulté y compris dans les territoires ruraux. Et je salue le témoignage de Fanny Lacroix. Alors, évidemment, le groupe SNCF, à travers aussi sa branche immobilière et à travers la maîtrise du foncier et de l'immobilier, puisqu'on est quand même le deuxième propriétaire foncier de France avec 30 000 hectares de foncier en patrimoine, 12 millions de mètres carrés de bâtiments en gestion. On est tout à fait pleinement conscient de notre responsabilité écologique et sociale et on essaye d'avoir une action sur tous les territoires, qu'il s'agisse des territoires densément urbanisés ou des territoires plus ruraux. En ce qui concerne les territoires, alors on va dire périurbains peut-être, ça vient d'être dit, on peut contribuer à cette ambition du x2, doubler la part modale du train, en concentrant les activités, le résidentiel, les commerces, les bureaux, autour des gares et à travers le foncier dont on dispose évidemment dans les quartiers de gare. C'est ce à quoi nous œuvrons au sein des SNCF Immobilier en transformant les anciennes friches ferroviaires, comme l'a dit Christine Lecomte en introduction, en les transformant en nouveaux quartiers bas carbone, mais surtout qui présentent la particularité et l'atout d'être à proximité des gares, ce qui permet aussi, à travers les pôles d'échange multimodaux que nous y développons, de permettre aux habitants qui n'ont malheureusement pas la possibilité d'utiliser d'autres moyens que leurs véhicules dans les territoires ruraux, de pouvoir venir jusqu'à ces pôles d'échange multimodaux pour pouvoir ensuite accéder aux transports plus décarbonés. Donc ça, c'est le travail que nous essayons de faire dans les territoires périurbains. Alors, comme il nous était demandé de citer quelques exemples, il y a quelques semaines, par exemple, j'ai eu l'occasion de signer un protocole avec le président de la communauté d'agglomération de Soissons qui va permettre tout autour de la gare de créer à la fois des logements, notamment des logements sociaux, mais aussi un hôtel, des bureaux et un pôle d'échange multimodal qui va permettre aux habitants de pouvoir accéder plus facilement à la gare. Ensuite, dans les territoires ruraux, nous agissons aussi avec la Banque des territoires à travers notamment les dispositifs type Action Cœur de Ville et Petite Ville demain. Et nous avons à peu près un quart des produits de cession qui sont prévus cette année sur l'ensemble de nos fonciers qui sont justement dans les communes qui sont concernées par Action Cœur de Ville et Petite Ville demain.
pour vous donner un ordre de grandeur. Et puis enfin, notre foncier présente l'atout majeur d'être déjà très largement imperméabilisé, artificialisé. Et donc, quand on agit sur ce foncier pour le transformer, pour le reperméabiliser, pour y créer des espaces végétalisés en pleine terre, en œuvre évidemment à l'objectif du ZAN posé par la loi climat et résilience. Donc c'est vraiment important, essentiel pour nous de mobiliser notre foncier ferroviaire pour œuvrer à l'objectif du ZAN. C'est ce que l'on fait également dans les territoires les plus densément urbanisés. Aujourd'hui, dans les métropoles, et notamment en Île-de-France, il reste très peu de foncier encore disponible pour pouvoir créer des îlots de chaleur, pour pouvoir favoriser la biodiversité, pour pouvoir lutter contre le dérèglement climatique. Nous, on a encore pas mal de fonciers aménageables dans ces espaces-là, et donc on s'attache à les transformer en espaces végétalisés. C'est ce que nous faisons, par exemple, pour citer un exemple concret, dans le projet des messageries, à côté de la gare de Lyon, dans Paris, dans le 12e arrondissement, où sur un foncier de 6 hectares, nous allons planter des espaces végétalisés sur la moitié de la parcelle, sur 3 hectares, avec un parc paysager d'1 hectare. Donc voilà, on a des moyens pour agir contre le dérèglement climatique et favoriser la biodiversité. Simplement, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'ensemble des acteurs de la fabrique urbaine, je pense que ça a été cité tout au long des intervenants ce matin, tout au long des présentations des intervenants ce matin, chacun des acteurs de la fabrique urbaine intervient avec beaucoup d'innovation, d'expérimentation dans son champ de compétences pour pouvoir aller dans le sens de la transition écologique. Néanmoins, on voit bien qu'aujourd'hui, on est confronté à un problème de modèle économique, notamment, par exemple, si je prends le champ qui me concerne plus particulièrement, la valorisation foncière. Aujourd'hui, tout le modèle de la valorisation foncière repose sur le paradigme de la période de reconstruction d'après-guerre. Plus un foncier est constructible, plus il vaut cer. Et en revanche, on a un patrimoine exceptionnel dans les territoires ruraux, par exemple. On a plein d'arbres, on a plein de forêts. Et aujourd'hui, ce foncier-là ne vaut rien d'un point de vue économique. Est-ce qu'on considère effectivement que ce modèle-là est encore adapté au contexte d'aujourd'hui? Certainement pas. En tout cas, ce n'est pas notre point de vue. Et donc, on agit pour faire évoluer ce modèle de manière à pouvoir intégrer la création de valeur environnementale et sociale dans la valeur du foncier. Ça nous semble essentiel. Alors, ces évolutions de modèles sont déjà à l'œuvre. C'est ce qu'on voit déjà en matière de décarbonation, des indicateurs de décarbonation qui sont désormais de plus en plus pris en compte par l'ensemble des acteurs, notamment dans les entreprises. Nous, au sein du groupe SNCF, désormais, on intègre dans nos comités d'engagement, lorsque l'on est amené à comparer les projets les uns avec les autres, on intègre dans la rentabilité du projet le PIC, le prix interne du carbone, ce qui permet de pouvoir mesurer la capacité d'un projet à décarboner l'économie. Mais en revanche, on n'intègre pas des indicateurs qui vont dans le sens de la biodiversité, par exemple, ou de la résilience des territoires. Je pense que c'est des sujets de réflexion qui nous attendent et qui seraient vraiment les bienvenus pour permettre d'accélérer la transition dans laquelle on est tous engagés. Je disais, chacun des acteurs aujourd'hui agit. Nous, on le fait, vous l'avez compris, en essayant de travailler avec l'ensemble des acteurs de la fabrique urbaine, en travaillant avec les aménageurs, les promoteurs, les constructeurs pour rogner sur leurs marges, en travaillant avec les collectivités pour revoir la programmation de manière à pouvoir intégrer tous ces enjeux. Et chacun fait vraiment preuve de très bonne volonté. Simplement, ça prend du temps pour pouvoir aboutir à un consensus. Et si le législateur pouvait faire évoluer le modèle de manière à pouvoir donner les conditions qui permettraient d'accélérer cette transition, ce serait sans doute une réponse opportune aux rapports successifs du GIEC qui nous disent que malheureusement on n'a plus le temps, on n'a plus de temps à perdre et qu'il faut qu'on passe à la vitesse supérieure. C'est un très beau défi, en tout cas, auquel il faut qu'on s'attelle tous ensemble pour faire changer vers une approche plus en coût globale qui intègre toutes les externalités. Alors on va s'intéresser bien sûr à un levier majeur qui est celui du logement pour faire muter
l'existant, le déjà là, avec Valérie Mancret-Taylor, donc qui dirige l'ANA, qui est un acteur incontournable puisque c'est elle qui a sous la main MaPrimeRénov', MaPrimeAdapt', mais qui intervient aussi dans Action Cœur de Ville, Petite Ville de demain. Alors pour réussir, j'aurais des questions un peu précises pour réussir ces réhabilitations énergétiques, mais en même temps qui vont bien au-delà sur la qualité de l'habité. Comment on dépasse quand même le risque de l'émiettement, de ne pas faire assez, et notamment sur les réhabilitations énergétiques, comment on arrive à convaincre les personnes de faire, les bailleurs, comment on gère les opérations complexes quand il faut faire des opérations tiroirs. Et puis aussi, je pense une question qui inquiète beaucoup d'élus, d'acteurs territoriaux, c'est avec la loi climat et résilience, comment, avec l'interdiction de louer les F et G, comment gérer le risque de sortie d'une partie du parc et faire que ça embarque, ça donne envie d'aller plus loin et de faire. Et comment on massifie? Alors, ça fait beaucoup de questions, mais je vais commencer par saluer tout le monde et remercier France Ville Durable de nous avoir invités à cette table ronde. Peut-être en écho à tout ce qui a pu être dit depuis ce matin, moi j'ai envie de partager quand même une bonne nouvelle, entre guillemets. Le renouvellement de la ville sur elle-même, c'est pas complètement nouveau. Enfin, voilà, la ville s'est toujours fabriquée sur elle-même et je suis pas sûre que ce soit un concept, enfin, je parle sous contrôle de la DHUP, mais je pense que voilà, on sait faire. Simplement, effectivement, on s'y est peut-être moins attelé sur les 4-5 dernières décennies parce qu'on était quand même sur un accroissement de population vers les centres urbains et donc du coup effectivement une explosion et donc une consommation foncière particulièrement importante. Mais en tout cas, voilà, je pense que on a dans nos ADN urbains et en tout cas dans notre pays très aménagé avec des centres anciens particulièrement attachants, des savoir-faire. Voilà. Deuxièmement, je voulais dire aussi que la rénovation énergétique, finalement, c'est de l'amélioration de l'habitat. C'est donc de l'amélioration de l'habitat privé, évidemment, que traite l'ANA. Les bailleurs sociaux vont traiter, évidemment, le parc social. Et en fait, qu'est-ce qu'on cherche tous au travers des financements qu'on dispense dans ce champ? C'est à faire des logements qui sont plus économes en ressources, à faire aussi des logements qui soient plus accessibles, parce qu'on va traiter... Alors, l'ANA ne finance pas l'aménagement, mais elle va travailler, Brigitte l'a très bien dit, avec Action Cœur de Ville et Petites Villes de demain pour faire en sorte d'avoir des vrais projets en fait, de revitalisation pour ces quartiers, pour ces collectivités. Faire en sorte que le logement soit plus attractif, c'est-à-dire qu'il réponde, puisqu'on est finalement dans une question de mise à niveau et d'offres de logements qui répondent en fait aux aspirations des habitants du 21e siècle, donc le rendre plus attractif. Et puis évidemment plus adapté. Anne-Claire l'a évoqué tout à l'heure, on a une question de transition écologique, mais on a aussi une question de transition démographique très importante qu'il faut traiter. Et in fine, on espère effectivement avoir des logements plus adaptés au sens large et au sens complet aux populations de notre siècle. Pour ce faire, il y a un changement d'approche. Enfin, je suis très sensible à ce que vous avez dit toutes les deux sur la question de changement de culture, en fait, au fond, un changement et de changement de modèle économique. Je crois qu'on raisonne encore beaucoup avec des modèles qui sont aujourd'hui très anciens, à la fois au plan économique, mais aussi au plan de la capacité d'intervention. Il faut effectivement dialoguer avec les habitants de plus en plus, mais il faut aussi dialoguer avec les artisans pour leur apprendre ou leur réapprendre à travailler en milieu occupé. C'est pas tant sur la technique, mais c'est vraiment sur le fait de travailler en milieu occupé. On n'a pas le choix puisqu'on intervient sur 80% qui existent déjà. Et donc, cette dimension sociale de l'acceptation du projet, moi, je m'occupe d'une agence qui fait de l'amélioration de l'habitat privé. C'est intrusif de faire des travaux. Moi, je le dis toujours comme ça, personne d'entre nous dans cette salle ou derrière les écrans ne se lève le matin en ayant envie de faire des travaux chez lui. Ça, c'est certain. Pour autant, une fois que c'est fait, on est finalement tous assez satisfaits. Mais pour arriver à le faire, il faut que ça se fasse dans de bonnes conditions. Et ça ne se fait pas comme on construit du neuf. Et donc là aussi, on a des changements de culture très importants à apporter. Alors, ça me permet de partager avec vous, avant de répondre plus précisément aux questions,
sur ce fait que la mise à niveau dans l'habitat privé, c'est un sujet particulièrement compliqué et on a besoin des collectivités territoriales pour y arriver, ça c'est sûr. Et c'est d'ailleurs dans la génétique de l'agence, puisque l'agence existe depuis plus de 50 ans et qu'elle ne travaille qu'en contractualisant avec les collectivités territoriales, parce qu'en fait, nous nous adressons à tout le monde, à monsieur et madame tout le monde. Nous ne nous adressons pas aux bailleurs sociaux, nous ne nous adressons pas aux promoteurs immobiliers, nous nous adressons à chacun d'entre nous, à tout le monde sur le territoire. Et tout le monde sur le territoire n'est pas maître d'ouvrage. Et donc, on ne devient pas maître d'ouvrage, c'est un métier en tant que tel. Et donc, on a besoin d'intermédiaires, en fait, ou j'ai même envie de dire tout simplement d'accompagner les ménages, en fait, dans leur process de réalisation de travaux. Et pour ce faire, ils ont besoin de diagnostiquer, ils ont besoin de savoir ensuite qu'est-ce qu'il faut faire dans leur logement, et ensuite de savoir techniquement comment ça va être réalisable, et évidemment financièrement, quelles vont être les aides publiques qui vont leur permettre de solvabiliser tout simplement j'arrive pas à trouver le mot, leur plan financier, voilà, pour pouvoir réaliser leur projet. Et c'est extrêmement important. Et donc, Brigitte évoquait tout à l'heure MaPrimeRénov', MaPrimeAdapt'. Mais en fait, je pense qu'avant les outils financiers stricto sensu, je pense qu'il faut penser à France Rénov'. France Rénov' est un service public qui a été longtemps porté par l'ADEME et la loi climat résilience l'a transféré vers l'ANA. On sort, je me tourne vers l'ADEME, mais on sort de 2 jours à Angers où on réunissait toute cette communauté d'acteurs ensemble et ça a été un moment très très important parce que de plus en plus, compte tenu des volumes que nous avons à traiter, évidemment, l'accompagnement des ménages pour pouvoir réaliser leurs travaux est extrêmement important. Et par conséquent, on sait qu'on a besoin de financer évidemment cette ingénierie. On la finance en propre côté État, mais c'est encore mieux quand on la finance de façon contractualisée avec les collectivités territoriales et qu'on peut assumer évidemment la proximité avec elles pour être au plus près du terrain. Et donc c'est pour ça que j'insiste beaucoup. Le sujet, c'est pas tant l'outil financier qui permet de financer les travaux, mais bien le cofinancement avec les collectivités territoriales de ce qu'on appelle dans notre jargon l'ingénierie, mais qui permet donc d'accompagner les ménages vraiment pour leur permettre de réaliser ces travaux. Et ça, c'est une réponse, en tout cas, à la question de l'émiettement. C'est-à-dire que, oui, bien sûr, de toute façon, comme on s'adresse à monsieur et madame tout le monde, on ne peut pas, évidemment, dans un immeuble, arriver à... ou dans un lotissement, les deux sont vrais, on ne peut pas arriver à mobiliser l'ensemble des copropriétaires tout de suite ou l'ensemble des habitants du quartier pavillonnaire immédiatement. Alors, on a des outils pour intervenir mieux sur la copropriété aujourd'hui. La copropriété n'est pas un sujet nouveau, on le traite de longue date avec l'ANRU. Et on a aujourd'hui une aide collective qui s'adresse aux syndicats de copropriétaires. Et lorsque le syndicat de copropriétaires, en fait, finalement, en assemblée générale, arrive à faire voter en fait des travaux, cette aide se déclenche immédiatement et elle est indépendante évidemment des niveaux de ressources des propriétaires. Et là, on peut considérer qu'on sort de l'émiettement. On a aussi des dispositifs dans lesquels je ne rentrerai pas cet après-midi, mais en tout cas qui nous permettent de financer des bailleurs sociaux lorsqu'ils interviennent pour le compte de la collectivité territoriale. Et je dis bailleurs sociaux, mais j'aurais pu parler des établissements publics fonciers, j'aurais pu parler des SPL aussi. Donc c'est des outils très particuliers, mais en fait ça nous permet de faire des opérations démonstratrices et on commence à les utiliser. Ces outils sont assez récents, mais on commence à les utiliser dans certaines collectivités qui sont inscrites dans le programme Action Cœur de Ville. Et là, on a effectivement des premières expériences qui sont en train de se monter et qui sont particulièrement intéressantes. En termes d'exemple, moi je voudrais citer 2 choses. Le traitement de l'habitat indigne, peut-être en préalable, vous dire que bien sûr qu'il y a beaucoup de ménages vulnérables dans le parc social, et on le sait, mais les ménages les plus pauvres de notre pays sont dans le parc privé. Ce sont souvent des locataires ou des propriétaires occupants dans des copros très dégradés qui sont en fait des occupants, donc soit à titre locatif, soit parce qu'ils sont propriétaires de logements donc dans le parc privé. Et donc on a 2 actions très très importantes dans ce domaine qui sont le traitement de l'habitat indigne et le traitement des copropriétés en état de dégradation avancée. Et aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on y arrive, même si c'est très long, soyons clairs, c'est le temps long, c'est parce qu'on a des collectivités territoriales qui se sont engagées dans des véritables stratégies pour pouvoir intervenir sur ces champs d'habitat et qui ont mis en place, en fait, en
totale concertation évidemment avec les habitants, des plans sur plusieurs années pour permettre d'abord de rétablir une certaine forme de gestion, pour pouvoir traiter du relogement, pour pouvoir traiter de l'acquisition massive de certains logements qui sont aujourd'hui sous statut privé et qui vont devenir à un moment donné sous statut public et qui vont permettre donc à la puissance publique de rentrer dans cet habitat privé et du coup d'accélérer sa transformation. Et ça me paraît extrêmement important. Voilà, partager avec vous par rapport à l'ensemble des actions que cette agence conduit avec les territoires. Et enfin, dernier élément, la question que Brigitte posait sur les propriétaires bailleurs. Oui, la loi climat-résilience a introduit maintenant des dates, au-delà desquelles, effectivement, les passoires énergétiques qui sont mises en location ne pourront plus, dans un premier temps, voir leur loyer augmenter et ensuite ne pourront plus même être mis en location. Le sujet, c'est de pouvoir intervenir sur ce parc. Et alors là aussi, moi, je vais être assez positive et assez optimiste. L'ANA, quand elle a été créée en 1971, et elle découlait en fait du Fonds national d'amélioration de l'habitat, ne s'occupait que des propriétaires bailleurs. Et à ce moment-là, elle a permis, dans une époque relativement ancienne maintenant, à installer des sanitaires dans des logements, c'est-à-dire les premiers éléments de confort, dans un parc. Ça peut paraître fou de se dire ça en 2022, mais dans un parc privé qui, à l'époque, n'avait pas les éléments de confort minimum, à savoir des sanitaires. Voilà, ça a été l'agence vraiment a beaucoup fait ça. À partir des années 2000, l'agence s'est mise à s'occuper des propriétaires occupants. Ça a été une grosse révolution dans la culture de l'agence. Maintenant, elle s'occupe majoritairement de transition énergétique et donc de rénovation énergétique et de transition démographique. Donc, les propriétaires bailleurs, je pense qu'on a des actions très, très fortes à mener, toutes professions confondues, et avec les collectivités territoriales pour les réengager dans une mise à niveau de ce parc, en sachant qu'on a quand même 3 aides qui existent. La première, c'est de la défiscalisation pour les propriétaires bailleurs lorsqu'ils s'engagent à réaliser à tenir des loyers maîtrisés. La deuxième, c'est des aides massives pour mettre à niveau leur patrimoine. Et la troisième, c'est des aides ponctuelles pour pouvoir remplacer en fait un certain nombre d'équipements et pour permettre justement de sortir des étiquettes F et G et donc de permettre à leurs locataires finalement d'avoir une facture énergétique la plus faible possible et donc du coup d'émettre aussi moins de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Voilà. Merci beaucoup Valérie. Et moi je retiens de vos interventions des idées quand même fortes qui sont revenues, le changement de culture, le changement de modèle économique, comment embarquer tout le monde, le récit. Et si je peux prendre encore 5 minutes, j'avais envie de vous demander à chacune, mais vraiment en 2 mots, ce que vous pensez d'un sujet qui va être à notre agenda à tous, toutes, bientôt, la planification écologique. Ça serait quoi pour vous une planification écologique réussie ? Merci. Alors, en un mot, je crois que nous savons beaucoup faire de la planification en France et je crois qu'on a déjà de la planification écologique dans beaucoup de territoires, dans beaucoup de collectivités. Et bien, je ne doute pas que nous arriverons à trouver les objectifs partagés qui nous permettront de lutter contre le réchauffement trop rapide. Si je reprends les termes de François Gémen, le sujet n'est pas de savoir si on va revenir en arrière, mais de savoir si on va moins augmenter la température extérieure. Je pense que le sujet, c'est ce dont on a parlé, je crois, toutes autour de cette table ronde, c'est-à-dire comment nous faisons collectivement et comment nous arrivons collectivement à réunir l'ensemble des parties prenantes pour vraiment être dans l'opérationnel, le concret, des réponses adaptées à chaque territoire. J'utilise souvent l'expression du cousu humain. On a des enjeux à la fois dans les territoires ruraux, dans les quartiers, dans les centres-villes de villes denses ou dans les centres-villes de villes moins denses, des villes moyennes qui se paupérisent. À chaque fois, la réponse est différente. La réalité, parce qu'il faut s'adapter au territoire. Par contre, on a besoin de se mobiliser collectivement. Et dans ce collectif, les collectivités, Valérie Mancret-Taylor l'a dit à l'instant, les bailleurs, les propriétaires privés, mais aussi les habitants. Et ça, c'est un élément, à mon avis, central de la transformation. Et pour que la planification écologique soit réussie, il faut qu'elle embarque tout le monde. Et c'est bien un projet de société plus global qu'il nous faut envisager. Merci. Valérie Mancret-Taylor ? Alors, je partage complètement ce que Anne-Claire Mialot vient de dire, mais je vais rajouter 2 mots. Je pense qu'il nous faut beaucoup de persévérance et beaucoup de patience. Fanny Lacroix ?
Oui, nous, on est en train de se battre au niveau du gouvernement pour faire entendre le fait que les maires ruraux doivent faire partie en fait, du tour de table nécessairement si on veut faire une planification écologique et notamment énergétique réussie, parce qu'on sera les plus à même d'être en proximité des citoyens et de pouvoir construire cette l'acceptabilité des nouvelles installations qui seront sur nos territoires. Donc vraiment, il faut qu'on soit dans le tour de table. Idem, il faut que ça puisse aussi engager tout le monde et partir par le bas. Et en cela, je nous invite à faire attention aux mots que l'on utilise. Parlons de citoyens aujourd'hui, parce qu'on parle d'habitants. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut parler de citoyens et il faut parler de citoyenneté active. Ce n'est pas seulement mettre les gens dans des réunions, parce qu'il faut se dire que c'est 5% de la population qui est en capacité de faire le travail que nous faisons aujourd'hui, d'être là une journée, d'écouter des experts et de pouvoir s'impliquer là-dedans. Mettons-nous à la hauteur du faire, c'est-à-dire dans une démarche totalement inclusive. Ça doit être une citoyenneté active. Il faut mettre les mains dans la terre, il faut construire des choses ensemble, il faut expérimenter la fraternité. Voilà. Merci, Katayoun Panahi. Je vais rebondir sur ce que dit ma voisine. Pour moi, effectivement, la planification écologique, c'est un vrai projet de société, comme ça a été dit. Un projet qui joue sur la complémentarité des territoires. Et effectivement, la ville durable, ce n'est pas que le sujet des villes et des zones urbaines, c'est effectivement aussi pleinement le sujet des territoires ruraux. Ça vient d'être dit, les questions de ressources, parce que finalement, pour nourrir les villes, que ce soit du point de vue agricole, que ce soit les ressources énergétiques, il va bien falloir aussi les développer, et nos territoires ruraux sont essentiels à cet effet. Le groupe SNCF en a bien conscience, puisque nous développons des projets photovoltaïques sur un certain nombre de fonciers dans nos territoires ruraux. On a inauguré, pas plus tard qu'il y a quelques semaines, une ferme photovoltaïque de 17 hectares à proximité du Mans, qui va permettre d'alimenter 4500 foyers, 12 000 mégawattheures par an à peu près. Donc c'est un enjeu essentiel, cette complémentarité entre les territoires, et ce sera ainsi que nous pourrons atteindre une planification écologique réussie. Et je n'ai pas oublié Christine Lecomte, qui doit toujours être avec nous à distance. Christine, un mot? On n'entend pas Christine. Moi, je dirais. C'est bon. Vous m'entendez? C'est bon, c'est bon. C'est bon. OK. Juste peut-être dire, ménager plutôt qu'aménager. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit ménager notre territoire, ménager la nature dont on fait partie. Et pour ça, on peut aussi s'appuyer sur les pionniers. Il y a beaucoup de démarches, de solutions qui existent déjà. Il faut qu'ensemble, on les valorise et qu'on les fasse passer de pratiques pionnières à des pratiques ordinaires. Spatialiser nos territoires, l'aménager, c'est une question de démocratie. Et cet acte démocratique, quand on le spatialise, c'est extrêmement important. Et aujourd'hui, encore plus, ça a une valeur immense pour équilibrer les valeurs inclusives et le respect qu'on doit à la nature de laquelle on fait partie, en fait. Voilà. Donc, pour moi, ça sera cet équilibre et à réussir à ménager plutôt qu'aménager. J'aime pas le A privatif. Merci, Christine. Donc, persévérons ensemble. Et merci à tous. Merci à vous.